Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc. Logique respectée au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz. Une défaite punitive et un manque offensif flagrant après match. Entrée en jeu, Bounassar a enfin joué pour les Grenats. Analyse de sa première de la saison et des potentielles conséquences dans les plans de Benoît Thavenot. Focus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro du Graouli Mag. Et de 16 défaites pour le FC Metz après cette nouvelle contre-performance face au Paris Saint-Germain pour le cours de la 23e journée. On va revenir évidemment dessus sur les peut-être 2 ou 3 points positifs à garder. On verra si nos chroniqueurs ont la tête à ça aujourd'hui. On va leur poser la question directement. Ils sont 3 avec moi et on commence avec Stéphane Borbiconi. Salut Aymeric, salut à tous. Tu vas passer un bon week-end ? Oui, excellent, ça a été. Eh bien, c'est bien. Quand le sportif ne vous prend pas trop à cœur comme ça, c'est toujours un peu libérateur. Face à toi, ils sont 2. Rémi Alézine est avec nous. Salut à tous. Toi aussi, bon week-end. J'étais à la pêche avec Borby. Ah, la pêche avec Borby. Peut-être que Gérald Russelot est aussi à la pêche avec ses... Non, moi j'ai suivi le FC Metz masculin et féminin. Ah, bon week-end. Il a passé un super week-end. Voilà. On aura un petit mot sur les féminines tout de même pour parler de ce qui se passe en ce moment. Avant ça, évidemment, on va revenir sur ce qui s'est passé en Ligue 1. Vous en avez l'habitude. C'est le journal de la Ligue 1. Retour donc sur ce résultat de la 23e journée de Ligue 1. Rémi, résultat logique tout simplement entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz. Oui, ce qui est malheureux, c'est qu'à Paris, ils ont une sorte de débat pour le gardien, Safonov Chevalier. Moi, j'ai mis 50 minutes à m'apercevoir que c'était Safonov qui était dans les buts de Paris. Non, en fait, c'est rageant parce qu'on peut analyser le match, on va le faire, il n'y a aucun problème, mais on a l'impression qu'on a une équipe qui volontairement se tire des balles dans le pied. On met quelques minutes à prendre un rouge contre Angers, justifié ou pas. On met quelques minutes à se saborder contre Lyon, face à une équipe qui nous est également supérieure. On met quelques minutes à prendre un pion dans le match décisif contre Auxerre. Et la plupart du temps, ce sont des gestes que tu peux éviter. Le premier but face au PSG... Bon, je suis désolé, c'est une action que tu peux analyser en coachant des équipes de gamins pour leur expliquer que le hors-jeu, ça se joue à partir de la ligne médiane. Et tu n'as pas le droit de concéder ce type de but. Tu as le droit de perdre contre Paris, il n'y a aucun problème. Mais faciliter autant les choses à une équipe du Paris Saint-Germain qui, entre 2 matchs de Ligue des Champions, qui fait pas jouer certaines stars mondiales comme Dembélé ou Vitinha, ça multiplie pas tes chances de faire un exploit. Mais le problème, c'est que l'exploit, tu l'annihiles toi-même au bout de 1 ou 2 minutes de jeu. Donc ça, c'est terrible, ça donne envie d'éteindre la télé. Et c'est malheureusement l'histoire de cette saison. Cette équipe, à part sur l'intermède de 3 matchs consécutifs avec des victoires, n'arrive pas à générer de l'espoir. Et je pense que c'est ça le plus dramatique. Le fait qu'elle soit dans les dernières équipes de Ligue 1, pourquoi pas, mais le fait qu'elle soit dans cette posture dès les premières minutes de match face contre le Paris Saint-Germain, voilà, ça devient inaudible. Ce match, évidemment qu'on va l'analyser, on va certainement sortir quelques petits points par-ci par-là. Mais dès l'instant où tu fais ce type de conneries à tous les matchs, dans les 10 premières minutes, tu t'exposes à parler pour la 16e fois de cette saison d'un match que tu ne t'es même pas donné l'espoir pendant 1 minute de le gagner. On reviendra évidemment sur ce premier but. Avant ça, petit point statistique, si vous le voulez bien, au cas où, si vous n'avez pas forcément tout suivi dans le résumé du match. 67% de possession contre 33, c'est 17 tirs à 3, 7 tirs cadrés à 0. Gérald, j'avais une volonté d'être audacieux pour le FC Metz. J'ai dit volonté, mais c'était face aux mauvais adversaires. Ouais, audacieux. Alors je sais pas où. En tout cas, les pires années du FC Metz, on arrivait au moins à se créer des occasions, voire à marquer des buts contre le Paris Saint-Germain. Là, je suis désolé, je vois pas où est l'audace. Oui, l'audace, c'est de pas avoir pris 6 ou 7 buts, peut-être, parce que Paris a joué en claquette. Paris a joué tranquillement. Il n'avait pas besoin de forcer son talent, même avec une équipe B, alors que c'est pas vraiment une équipe B. Bon. Aussi, quand même.
Oui, enfin bon, il y avait quand T'as même, 8 il y avait quand même absents quelques joueurs dans le 11 de intéressants quand même qu'on Quand aimerait tu avoir. penches sur les remplacements de Luis Enrique, bon. Oui, Entre alors, João Neves, Vitinha, Vargelia, tu dis bon. alors C'est Silo. une belle équipe B. Mais c'est Oui, une voilà. équipe B. Ouais. Bah, nous, on a une équipe E, alors par rapport à eux. Mais non, mais alors l'audace, c'est peut-être oui d'avoir commencé la première minute du match avec une espèce de pressing haut, des courses à haute intensité. Bon, ça a duré 2 minutes 15 et puis le rideau quoi. Donc ouais, moi l'audace ça aurait été d'aller là-haut en se disant bon, on va prendre un point quoi. On va fermer, on va mettre le bus. Alors je sais, on n'aime pas cette expression. Mais bon, quand on est le FC Metz et qu'on a changé de coach justement pour pallier à ces problèmes défensifs, on va pas au Paris Saint-Germain, au stade au Parc des Princes. Voilà, bannière au vent, allons. Faire allons-y. résultat là-bas, c'est en jouant, c'est pas en mettant le bus. Hein. Oui, mais alors en jouant, mais on n'a même pas joué, on n'a pas eu d'occasion, on n'a rien fait. Alors on prend des buts et on n'est pas capable de se projeter. On fait une espèce de pressing. On se fait avoir comme des U9, hein, comme on le disait tout à l'heure avec Rémi. À un moment donné, comment tu veux exister dans un championnat où tu mets pas les ingrédients, même d'un point de vue moral. Enfin, je trouve ça extraordinaire que de commencer un match au Parc des Princes. On en a parlé ce week-end, Aymeric, en off. Pourquoi on n'a pas joué comme ça on n'a pas démarré le match comme ça contre Auxerre, par exemple. Pourquoi est-ce que face à Auxerre, on joue petit bras et à Paris, on essaye un pressing comme ça. Enfin, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce match et de cette équipe. Eh oui, mais il y a encore 1 heure d'émission, donc il va falloir qu'on en tire des choses du match. Sinon, ça va faire court. Déjà, j'avais promis de ne pas couper Rémi. C'est beau, tu l'as pas fait encore. Donc là, je le note. 50 minutes, allez, ça va le faire. Non, pour revenir au match, moi j'étais devant ma télé évidemment et énervé, surpris tout d'abord de voir autant de naïveté au Parc. T'es face à la meilleure équipe d'Europe sur le papier, qui plus est à domicile, même si c'est l'équipe B. Mais on a fait un pressing. Alors c'est bien de faire un pressing. Je dis pas que c'est pas bien. On prend les choses en main, une volonté de pas subir, d'avoir un impact sur les événements et sur le match. Mais encore faut-il bien le faire, le pressing. Là, tu parlais du 9, moi j'ai en tête des U15, même des U15 ne pressent pas comme ça. C'est-à-dire que dans les 30 premiers mètres de Paris, il y avait 7 joueurs messins. Donc ça veut dire qu'il faut organiser toute la largeur à 3. Donc c'est compliqué. Qui plus est face à Paris, quand t'as Barcola et Doué qui vont à 2000 à l'heure. Et on le sait, si tu leur laisses des espaces, t'es mort. Parce qu'en qualité individuelle, ils sont très très impactants. Mais on a pressé n'importe comment. Je suis désolé. Après, on peut mettre en place un pressing. Mais quand je vois Sadibou Sané passer devant Gébamin, avec Yegbe passer devant Gébamin, on a Balo Touré qui va presser n'importe comment, et on a Doué tout seul, long de touche avec Hakimi, qui est arrière droit. Ouais. Mais comment voulez-vous vous en sortir? C'est pas un hasard. Pour moi, c'est du suicide. Pour moi, c'est de la naïveté. Et en Ligue 1, il n'y a pas de place à la naïveté. Alors, bus, pas bus, moi, l'expression, je m'en fous. C'est bien défendre. Avoir une structure, une architecture, c'est ta seule façon de t'en sortir face au PSG. De bien défendre, de réduire les espaces, d'être agressif, d'être compact. Tu peux par moment aller presser, mais il faut les marquages préventifs, il faut les sécurités, il faut se parler, il faut l'intelligence. Comment on peut laisser Désiré Doué à la médiane seul avec un boulevard devant lui? Zahir Emery, il fait une pichenette devant, c'est on ne peut plus simple, c'est basique. Kouaou, il peut même pas remettre hors jeu parce que Doué et Hakimi partent de leur propre camp. Enfin, c'est déconcertant de naïveté. Et Gérald, je te rejoins, c'est que je fais le parallèle avec tous les autres matchs d'avant. Je me dis, mais le pressing tout-terrain, l'envie d'aller agresser l'adversaire, il faut l'avoir avant tout à domicile contre Auxerre. Contre Auxerre, t'es apathique, tu fais pas de pressing, tu les laisses jouer, ressortir avec les conséquences qu'on sait et l'issue qu'on sait. Mais c'est là qu'il faut les impacter à domicile. Paris, tu fais à l'envers. En fait, là où tu dois presser, tu presses pas à domicile contre Auxerre. Et là où tu dois peut-être être un petit peu plus
dans la réflexion, resserrer les espaces, les lignes, et ben tu vas t'ouvrir aux quatre vents contre l'équipe B du PSG où je vais pas rappeler tous ceux qui manquent, la charnière centrale, il y a 3 défenseurs sur 4 qui manquent, Neves, il n'y a pas Vitinha, il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Kvara, heureusement parce qu'on s'en prend 6 à la mi-temps en jouant comme ça. C'est vraiment pas possible. Et pour moi, je comprends pas la méthode, le plan de jeu. Enfin, je le comprends, mais le coach, il est là pour, c'est Bertrand Antoine qui parle souvent de méthode, pour avoir une animation réaliste qui va coller à la réalité du match. Sauf que là, je veux dire, tu disais, il y a des équipes qui ont obtenu des résultats en jouant. Oui, mais ils ont la qualité, ils ont bossé pour... voilà, quand tu es dernier du championnat, que tu as perdu 16 matchs, 15 matchs sur 21 ou 22, il faut avoir l'humilité aussi d'aller au parc en se disant... D'abord, on va bien défendre, avant de penser à aller presser comme Manchester City. Le problème, c'est c'est pas la première fois. C'était aussi contre le PSG, quand sur un corner, il y a tous les Messins qui se projettent, et c'est aussi Doué qui profite d'une sorte d'incompréhension. Il y a un énorme manque d'intelligence, moi j'ai l'impression. Je peux pas croire que c'est un manque de sérieux. Je pense que les mecs arrivent au Parc des Princes avec l'ambition d'être sérieux. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, je posais la question à Stéphane qui a été sur le terrain, c'est quoi ? C'est de l'impréparation ? C'est de la panique ? C'est comment ? Nous on regarde le match, alors c'est très facile, on est assis dans notre canapé ou au stade, et on voit ça, effectivement, on a tous joué un petit peu au football, on trouve ça complètement aberrant et complètement sordide. C'est fou, c'est un mélange. Donc, un peu de quoi, tout en ce fait que tu dis, Rémi. C'est comment de l'impréparation, parce qu'on n'a jamais vu cette équipe-là presser depuis le début de saison, ou presser de cette façon-là. Donc de l'impréparation, ça, il faut bosser les automatismes, les marquages préventifs, les sécurités. Il faut se parler. Il contre Monaco. Mais ça dépasse même ça. Ça, c'est un basique du foot. Je veux dire, c'est même pas quelque chose que tu dois travailler à l'entraînement. Normalement, cette phase de jeu-là ne doit pas arriver sur un terrain de football professionnel. Tu fais appel à l'intelligence tactique, le QI un petit peu football des joueurs. La logique veut, et j'ai regardé avec mon fils, on a repassé 10 fois l'action, c'est incroyable. C'est-à-dire que, normalement, t'as Yegbe et Sané qui restent en position, Djebama qui sort pour aller appuyer le pressing avec la voix, ils vont ensemble. Alors le pressing, tu peux pas le faire 2 lignes sur 3, il faut que les 3 lignes avancent ensemble. C'est un parti pris et il y a une part de risque. Ça, on le sait, parce que si tu vas presser, il faut que tes centraux soient sur la médiane. S'ils sont sur la médiane, ça veut dire que tu laisses des espaces dans le dos. Tu as des joueurs rapides, tu identifies. Donc une partie va presser, mais il faut aussi que Doué soit pris en charge. Il faut aussi que ta Barcola, qui est long de ligne à l'opposé, donc sur 70 mètres, il faut que tu aies l'intelligence de prendre un joueur qui prend un peu de recul. Tout ce qui est long ballon, c'est pour moi. Tout ce qui est pied, vous avancez. Mais il faut cette intelligence. Mais là, tout le monde part à l'abordage, la fleur au fusil. Il y a des espaces de malades. On touche Ramos, planche, appui, remise, il joue négatif, ça repart dans le dos. Ben, c'est pas possible. On voit justement la position que tu disais. Bon, là, c'est sur image arrêtée, hein, évidemment. C'est pas ce qui est le plus parlant quand tu veux analyser, mais tout de même, on voit les différentes lignes dont tu fais allusion et le positionnement de Kofi Koho qui est tout seul au rang central, qui n'aura pas les cannes, même avec toute l'envie du monde, de rattraper. Tout le monde regarde le ballon. Mais là, l'erreur est déjà faite, c'est trop tard. Balotouré, il ne revoit jamais Doué, c'est terminé. Yegbe, il est 5 mètres devant la médiane. Sané est 7 mètres devant la médiane. Il n'y a aucune couverture. Kouao, quand bien même ils étaient dans notre surface, dans notre moitié de terrain, Kouao, il les couvre. Donc il n'y a aucune logique. C'est une absence mentale collective, je sais pas. Il y a un oubli. Ils sont partis. Il y a l'ambiance. On va presser, ouais, super. Et puis on oublie les fondamentaux un petit peu. D'autant que 2 minutes 11, c'est le 3e but le plus rapidement encaissé par le FC Metz cette saison. Il y avait celui contre Toulouse au bout de 1 minute 41 et Brest 1 minute 35. Comme quoi, c'est des erreurs qu'on a déjà vues cette saison du côté du club à la Croix-de-Lorraine. Des décisions qui font parler dans ce match. Il y en a eu une. Il y a eu tout d'abord le carton rouge de Jean-Philippe Bamin et on a retenu sa respiration parce que le défenseur revenait seulement de sa suspension de 2 matchs. Gérald, quand on a vu cette décision sur cette faute-là, on s'est dit on n'a pas appris de la fois d'avant en fait. Non mais alors je vais être honnête, moi sur le coup je vois pas qui sort le rouge en fait. Sur le coup en plus j'écoute la radio en même temps. Je me dis bon.
Il y a eu faute. Le problème, c'est que sur les images du match, c'est vrai qu'on voit pas On voit pas, carton on de voit sortie. pas. Et là, je le vois aller à la VAR. Je dis non, il va quand même pas mettre un rouge là-dessus. Et c'est là que je vois qu'en fait, non, il annule le rouge qu'il avait mis. Non mais, excusez-moi, je vais encore parler mal de l'arbitrage, mais comment tu peux sortir un rouge comme ça aussi vite sur une action anodine comme ça? Moi, je comprends pas. Alors, heureusement qu'il revient sur sa décision, mais encore une fois. Qui est un fait un peu rare de revenir sur un carton rouge comme ça. Ça arrive pas souvent en Ligue 1 cette saison. Et puis ça retombe sur Bamin. Imagine le pauvre, il revient de suspension pour un. Quand tu vois ce qu'il a appris au dernier match, tu dis, il a 2 matchs en plus. Et 10 minutes avant, il y a Alpha Touré qui se prend une. On peut mettre la comparaison, là. On l'a retrouvé, c'est vrai qu'il n'y a que. rien du tout. Il n'y a même pas. On va pas vous revoir. Il n'y a rien. Donc, à un moment donné, je veux bien, mais encore une fois, c'est la preuve qu'on n'est pas arbitré de la même manière quand on est le FC Metz et quand on est le Paris Saint-Germain. Encore sur l'image arrêtée, C'est extraordinaire. on essaye de. Enfin, je sais pas, moi, je comprends pas. Mais la LFP. Pour ceux qui regardent, ne sur répondra Alpha Touré, jamais. il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de sifflet, ni même faute, pas de carton. Et à droite, il y a eu d'abord un carton rouge Voilà. pour Jean-Philippe Bamin. Et ensuite, on est revenu sur la décision du côté de l'arbitrage vidéo. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut demander des comptes à la LFP, aux arbitres? Bon, on attend la sonorisation des. C'est quand même extraordinaire de voir des choses arbitres. comme ça. Et c'est pas un cas isolé, c'est toutes les semaines, sur quasiment tous les terrains, il y a des aberrations comme ça. C'est plus possible, c'est plus possible. Ou alors il faut, je sais pas, faut changer les règles et dire voilà, vous êtes Où en mettre. vous êtes une équipe entre la 10e et la 18e place. Vous savez que vous allez, excusez-moi l'expression, vous allez en chier. Mais on va pas vous arbitrer de la même manière que le PSG, que ce soit officiel. Parce que là, tout le monde est sidéré de voir ça, quoi. Alors autant le combat, je trouve qu'il est légitime. Sortir du match contre Lille, où pour moi il y a plusieurs faits d'arbitrage, et la faute sur Michel, qui vaut peut-être largement quelque chose, et surtout la sortie sur Gauthier Hein, autant prendre beaucoup de temps sur ce match contre Paris en évoquant ces faits d'arbitrage. Alors Gbama... Alors en fait, le problème, c'est que tu penses au problème de Gbama qui sera encore expulsé pour les prochains matchs, quoi. La décision est bonne au final. Alors le processus est peut-être pas bon parce qu'on se demande pourquoi il est sur le carton rouge, mais fort heureusement, ça n'aboutit pas à un rouge à la fin. Et bon, la faute évidemment sur Alpha Touré, on vaut peut-être quelque chose, mais je trouve que l'enseignement de ce match et la faiblesse ultime de cette équipe, l'impuissance du FC Metz, la naïveté du FC Metz, la faiblesse du FC Metz, la manque de préparation du FC Metz. Enfin, il y a tout un tas d'expressions que je mettrais avant. Non mais là, parce qu'on en parle, je vois que tu en parles beaucoup. Je trouve que c'est perdre du temps pour parler de quelque chose qui a eu une grosse incidence. la question, je lui réponds. Une grosse incidence contre. Je plaide coupable. Une grosse incidence contre Lille, où là, je pense que clairement l'arbitrage a pu influencer un peu le résultat qui aurait pu être positif pour le FC Metz, qui avait bien maintenu le rapport de force qui lui était défavorable. Autant là, très honnêtement, voilà. Les 3 buts que tu prends au parc, c'est pas l'arbitrage. Non, c'est pas l'arbitrage. Corner, c'est même pas une question de qualité. Enfin, je veux dire, le seul domaine où on peut rivaliser avec Paris, c'est les coups de pied arrêtés. Parce que, il faut de l'engagement, être intelligent, et on a failli là-dessus. Et le 3e but, pareil, Bouna veut bien faire, il veut ressortir, prendre de vitesse. Il se fait tacler. C'est pas question de se cacher derrière l'arbitrage. À un moment donné, déjà qu'on met pas un pied devant l'autre, si en plus on a les arbitres contre nous. Mais l'un n'empêche pas l'autre, je comprends, Gérald. On peut parler de l'arbitrage. C'est vrai que Metz s'est sabordé. Sans l'arbitre, l'arbitre a le droit de se tromper. Et d'ailleurs, le VAR, est là pour ça, donc tant mieux. Et puis après, après il y a beaucoup trop. En fait, le problème, c'est que ça aurait été dramatique sur le papier de dire que Jean-Philippe Bamin prend les mêmes sanctions que Sadi Voussane sur le même un peu enchaînement, c'est-à-dire il revient d'un rouge qui n'était pas assez essentiel pour un machin. T'as pas de continuité en fait dans oui, ça. bien C'est sûr. plutôt ça le propos plutôt que de dire que le match a tourné autour de l'arbitrage. Non, évidemment. Non, d'autant plus qu'il avait pris 2 matchs fermes qui étaient sévères. Il a pris un carton rouge direct à Angers. D'ailleurs, je me demande si avec accumulation, il n'y a pas aussi moyen d'en prendre plus que de raison. Les commissions, quand elles se réunissent, si tu es récidiviste, ils te salent un peu plus Et quand bien même on est mauvais, il faut parler de l'arbitrage. Je suis désolé, c'est pas de se cacher que moi, de dire qu'il y a un gros problème. Je trouve que c'est un non-sujet pour moi, parce que c'est un non-sujet de voir la différence entre de traitement entre une équipe et une autre. C'est pas ce que je veux dire, Gérald. C'est qu'on a tellement de choses à résoudre au niveau de l'équipe et du jeu que pour moi c'est secondaire l'arbitrage. Je parle pas que pour le FC Metz. Je parle en général pour le championnat de France. Prépare bien ton match. Sois prêt tactiquement.
physiquement, mentalement, dans l'engagement, propose quelque chose de cohérent. Et après, on débat sur l'arbitrage. Si à la 89e minute, il y a un pénalty imaginaire, t'es à 0-0, ok, on peut débattre. Là, bon, oui, il met la semelle, il met pas la semelle. Pour moi, il y a beaucoup plus de choses à évoquer comme souci au niveau du FC Metz, par exemple. ne pose plus la question sur l'arbitrage. Je vais arrêter de poser des questions tout court, parce que là, on a 20 minutes. On est d'accord, Rémi et moi. 2 points sur lesquels vous n'étiez pas d'accord. Va falloir que je me remette en question. Écoutez, en attendant, faire une petite pause pour nous. On va peut-être écouter la réaction de Benoît Thavenot après cette rencontre, puis peut-être qu'ils auront envie d'en parler ou pas, on verra. On passera à la suite sinon. Je le savais, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'on prenait trop de buts. Je t'avais dit que j'allais m'y atteler d'entrée. Sur le premier match, on en prend 5 contre Lyon. Bon, même si le penalty d'Hendrick, il y avait 4 buts contre Lyon. C'est qu'il y a des manques, voilà, tout simplement. Il y a des manques. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Donc moi, j'ai essayé d'inverser un peu la dynamique d'animation défensive, d'être un peu plus actif, de régler les problèmes un peu plus haut. Mais en cherchant à régler les problèmes un peu plus haut, il faut savoir gérer aussi ce qui se passe un peu plus bas. Et on ne peut pas se prendre le premier but de Lyon et le premier but de ce soir. Mais c'est comme ça. Après, ça, c'est des constats et c'est rien de le dire. Mais il faut progresser. Il faut qu'on avance individuellement pour terminer correctement cette saison et puis regagner un match le plus rapidement possible. Je me répète, mais c'est la réalité. Bon, ce soir, ça reste Paris, mais la semaine dernière contre Auxerre, j'ai senti vraiment des joueurs affectés après l'ouverture du score d'Auxerre, mais il faut faire face. On n'a pas le choix. Le foot de haut niveau, c'est comme ça. Il n'y a que les plus forts qui s'en sortent. Rémi, pour faire face à ça, on va se poser une question. Comment on se sert d'un match contre celui contre le PSG pour la suite du championnat? Il reste quand même encore un tiers du championnat à jouer, même si on le sait, beaucoup ont déjà jeté l'éponge. À tort ou à raison, ça regardera chaque personne. On en est à se dire pourquoi jouer comme ça contre le Paris Saint-Germain, pas contre Auxerre il y a une semaine? Ouais, encore une fois, normalement, un match contre le PSG dans une saison honorable, c'est un match que tu peux mettre de côté. C'est-à-dire, ok, on a raté ce match-là contre Paris, c'est pas là qu'on est censé prendre des points. Sauf que au FC Metz, tu regardes dans le rétroviseur, tu vois quoi? Tu vois Auxerre. Concurrent direct, match affreux dans l'attitude, dans tout. Et donc, tu ne sais pas à quoi te raccrocher. Alors peut-être que contre Paris, tu aurais pu te raccrocher à une défaite encourageante, même si j'aime pas ce mot-là, mais tu n'as pas pu le faire. Donc très honnêtement, moi je vois le discours de Thavenot, il me fait peur, moi, quand il parle de Thavenot, parce qu'il a l'air aussi désespéré que nous. Un peu résigné. On sent résigné, ouais. Sauf que nous, on commente. Et lui, il entraîne. Et c'est lui qui est censé trouver le déclic. C'est pas nous 3, nous 4 sur ce plateau. Et lui, il doit trouver les clés. Donc il doit insuffler quelque chose de positif. Mais aujourd'hui, il y a quoi te raccrocher au match contre Lille? C'est peut-être le seul moment un petit peu positif où tu as su faire quasiment jeu égal. Voire, et là on peut parler d'arbitrage, voir grappiller un peu plus qu'un point. Mais c'est le seul moment. Et encore, tu n'as pas surdominé le LOSC sur ce match-là. Donc c'est à lui de trouver les clés. J'ai l'impression que le trousseau, il l'a paumé. Malheureusement, ça fait pas longtemps qu'il est là. J'ai l'impression qu'il a déjà plus beaucoup de fraîcheur. C'est qu'une impression, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un discours très conquérant d'un coach qui a encore une chance de se maintenir que je vois là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me dit ouais, de toute façon, on va essayer d'être plus fort que les autres parce que c'est les plus forts qui s'en sortent à la fin. Pourtant, c'est lui qui le dit à la fin de cette conférence. Hein. Lui, il croit, mais le problème, c'est qu'il a un peu cette impression. Alors, on ne reviendra pas sur le système de l'entourage quand on viendra dessus jeudi en plus particulier, mais de dire, aujourd'hui, il a l'impression d'être le seul à y croire à ça. Et peut-être que c'est un message envers les joueurs aussi. Il n'est pas l'impression d'y croire. Il n'est pas le seul fautif parce que, bien évidemment, que les mots du FC Metz, ça datait d'avant Thavenot. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il a tenté des trucs, mais il n'a absolument rien réglé. Je veux dire, la naïveté, elle est toujours là. Il a changé le capitaine, mais on n'a pas l'impression que cette équipe elle est plus vaillante ou plus conquérante qu'avant. Les failles défensives, on l'a un peu présenté comme ça. On s'est dit, comme son mentor Antonetti, c'est un mec qui est pragmatique, il va faire en sorte que l'équipe prenne déjà pas de but et soit un peu en sécurité.
Bah, c'est pas du tout le cas. Tu prends le bouillon dès les premières minutes contre Lyon, contre Auxerre, contre le PSG. Donc voilà, c'est la résignation de Benoît Thavenot. C'est peut-être ce qui m'effraie encore plus que le match du FC Metz contre Je Paris. pense qu'il est venu avec plein de bonnes intentions. Il avait un discours très engagé sur l'agressivité, retrouver une stabilité défensive, parce qu'il avait fait le constat comme nous qu'on prenait beaucoup trop de buts. Et si tu veux te maintenir, il faut absolument fermer les robinets derrière. Et puis peut-être qu'il se heurte aussi, maintenant qu'il a fait l'état des lieux, à un constat des limites de l'effectif. Et du coup, il descend un petit peu de ses certitudes, et puis il est un petit peu dans le dur, d'autant plus qu'on prend toujours autant de buts que sous l'ère Stéphane Lemignan, que on sent pas. Alors, quand tu reprends une équipe qui est un peu à la dérive, même beaucoup, qu'est-ce que tu fais ? Tu reviens sur les fondamentaux, c'est-à-dire tu prends beaucoup de buts, les gars, on va peut-être défendre ensemble, on va peut-être Vous avez promis d'ailleurs. moins se livrer, peut-être qu'on va avoir des lignes compactes, ça sera peut-être pas joli à voir au début, mais tu vas cultiver peut-être une forme de confiance, de se rassurer. Et avant ce match contre Paris, on se disait, et comme Rémi, tu l'as souligné, on n'attend pas grand-chose. Tu vas à Paris, tu sais que tu as 9 chances sur 10, comme beaucoup d'équipes, de perdre. Par contre, il y a des enjeux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeux. Il y a des enjeux. Tu peux te rassurer aussi défensivement. Tu peux les faire douter. Peut-être qu'à la 75e, tu es un vieux 0-0 derrière les fagots, où tu as une équipe vaillante qui se bat, qui tacle, qui s'encourage. Peut-être que tu as un corner et ça passe à ça du cadre et tu te dis, punaise, le hold-up. Et peut-être que tu le perds ce match, mais tu rentres avec pas des certitudes, mais peut-être un peu rassuré, un petit peu de confiance, où on se dit, les gars, ok, là c'était Paris, on n'est pas passé loin, on a montré un beau visage et on a mouillé le maillot ensemble. Servons-nous de ça, de ce qui a fait notre force ce soir, et on le met en application C'était passé au match aller, mais finalement il n'y a pas de répertoire. contre Brest. Oui, parce qu'il n'y a pas de continuité, parce que l'équipe change, parce qu'il n'y a pas de confiance, parce que l'animation change aussi. Un coup, on est bloc bas, bloc médian. Après, on va chercher. Après, il n'y a pas trop de fil continu. Donc, c'est pour ça. Et là, ça fait. Il n'y a pas d'électrochoc. L'électrochoc qu'on attendait, alors c'est bien beau d'avoir changé Stéphane Lemignan, mais il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence dans le jeu. Tu n'es pas plus sécurisé Comme dans en beaucoup de clubs défense. cette saison. C'est Un constat personnel. Voilà. Est-ce que ça servait vraiment à quelque chose de le changer ? Il fallait faire quelque chose. Est-ce qu'il fallait le faire avec... Bien sûr, mais... Premièrement, quelqu'un qui n'a jamais fait ses preuves à ce niveau-là. Deuxièmement, quelqu'un qui restait sur un échec cuisant en Ligue 2. Voilà. Et troisièmement, avec quelqu'un qui n'avait pas laissé une trace très vertueuse, pas forcément de sa faute, mais au club ces dernières années. Voilà. Bon, allez là la question. Changer d'entraîneur, oui. Pour ça... Et donc on en revient toujours au même point. Le problème, il vient d'au-dessus. En sachant qu'il y a déjà des joueurs sur le terrain et qui, visiblement, ont de la peine à être au niveau de la Ligue. Après, peut-être la réponse est aussi dans le fait que cet effectif, il y a des limites aussi. Et ça, c'est certain. Je veux dire, tu peux mettre n'importe quel coach, n'importe quelle animation, n'importe quel compo, ça va produire les mêmes résultats. Et à un moment donné, peut-être que... oui, mais tu as plus d'espoir avec... T'as pas assez de percussions. Alors, le SMS n'a visiblement pas les moyens de les embaucher, mais tu as des coachs qui l'ont déjà fait, qui ont déjà réussi ce type de mission commando avec un effectif qui n'était pas le meilleur de Ligue 1, mais qui peut-être ne peut ne pas être le pire. Voilà, ça s'appelle Comboiré, ça s'appelle Pascal Duprat, ça s'appelle... C'est pas forcément des gens que les gens ont envie de voir sur le banc, mais ce sont des gens qui ont déjà réussi ce défi-là. Thavenot l'a jamais réussi. Voilà. Donc, mais je pense ça atténue quand même l'espoir de réussir quelque chose. Parce que eux ont l'expérience de cette Ligue 1 où ça pardonne pas la Ligue 1. La Ligue 1, il faut pas fantasmer un jeu que tu n'as pas les capacités, il faut déjà pas faire ce que tu as fait contre Paris au bout d'une minute. Comment ? Il faut déjà pas faire ce que tu as fait contre Paris au bout d'une minute. Contre Paris ? Oui. Oui, c'est évident. Oui, c'est évident. C'est déjà abordé autrement le match contre Auxerre. Tu n'as pas le droit de l'aborder ce match comme ça contre Auxerre. Oui. Auxerre n'est pas un cador. Voilà. Oui, mais parce que tu n'as pas le répondant. Alors, pareil, tu parlais des entames de match. Il n'y a pas de hasard dans le football. C'est pas par magie, on n'a pas de chance. Non, c'est que tu rentres pas bien dans le match. C'est que t'as pas cette solidarité et cette agressivité au début de match. Mais pourquoi ? Parce que aussi, tu prends des buts, parce que les adversaires l'ont. Parce que ils pressent ou ils viennent nous bousculer quand Gauthier perd le ballon. Alors on peut dire c'est la faute de Gauthier, mais parce qu'il a un bon pressing dessus aussi, ça on a tendance à l'oublier, parce qu'Auxerre ils se disent quoi ? Dès qu'il y a une passe latérale, on appuie, on va presser et on met de l'impact, on récupère et on se projette vite vers l'avant. Ça c'est un projet de jeu. Je pense que maintenant à la vidéo avec tous les clubs qu'ils analysent, ils savent que le FC Metz, dans les premiers quarts d'heure, il faut leur mettre le bouillon parce que c'est là où ils ont le plus de mal en ce moment. Ils poussent et après
j'entends un peu ceux qui connaissent pas grand-chose au football, ils disent ah oui mais c'était un match encourageant, c'est pas mal Trao, mais encourageant de quoi? Tu prends 3-0 contre l'équipe B de Paris qui gère au bout de 30 minutes, ils gèrent. Parce qu'ils ont des échéances, ils jouent tous les 3 jours, ils sont tranquilles, et encore une fois, t'as pas non plus toute l'artillerie lourde, parce que s'ils appuient pendant 90 minutes, tu n'existes pas. Je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est d'arrêter de prendre des buts, d'être solidaire, pragmatique, réaliste, méthodique et discipliné. C'est le seul moyen. Donc il faut du travail. Et c'est un peu tard maintenant. Et il faut l'intelligence des joueurs, parce que tu parlais d'intelligence, le travail, est-ce que c'est de l'acquis ou même si tu l'as pas travaillé, t'es joueur pro, tu vas presser, je suis défenseur, je regarde, j'analyse, ok, on va presser là, il y a Doué, Hakimi qui se projette, Ramos qui décroche, tu décroches, je prends la couverture, c'est le b.a.-ba, ce qu'on nous apprend au centre de formation. C'est pas que tu regardes que le ballon, oh punaise, on l'a perdu, mais c'est trop tard, fini, mais la Ligue 1 c'est terminé. Et si c'est pas Doué qui marque, c'est Hakimi. Hakimi, c'est l'arrière droit. Stéphane, le problème, c'est que là, on est dans une situation où on doit apprendre à défendre. Ok, il reste un tiers de la saison, mais il faut aussi qu'on apprenne à marquer. Donc on est mauvais en défense, mais on n'a aucune solution en attaque. Je suis désolé, on n'a rien prouvé depuis je sais pas combien de matchs. Donc là, tu te retrouves dans une situation, il reste un tiers, il faut que tu retrouves de la défense, mais aussi il faut que tu comprennes un jour qu'il faut marquer des buts. D'abord, s'en sortir. dans la situation actuelle, il faut absolument régler le problème défensif. Parce que dans ce rapport de force, d'abord, il faut bien défendre. Et ensuite, on pensera à marquer des buts, à faire des contres. On n'a plus le temps. Mais quand tu défends bien, au fur et à mesure du match, l'adversaire se découvre. Tu l'obliges à se découvrir et c'est là que tu as des espaces et tu en profites. Seulement si il y a déjà 3-0 dans la musette, c'est terminé, le match est plié. On va revenir sur les différents résultats de ce week-end quand même, parce qu'on parle d'un tiers du championnat, oui, mais où est-ce qu'en est le FC Metz? Eh bien, à un tiers de la fin du championnat. Avant ça, petit point résultat avec la victoire de Brest, futur adversaire du FC Metz contre l'Olympique de Marseille, la victoire de Monaco qui a renversé le Racing Club de Lens, le match entre Toulouse et le Paris FC. Il y a eu ce dimanche la défaite d'Auxerre, 3-0 contre Rennes, la victoire de Lille sur Angers et de Strasbourg sur Lyon, mais également de Nantes sur Le Havre, et ça a des conséquences au classement. On va le voir, le Paris Saint-Germain a repris sa place de leader au Racing Club de Lens. Dans la course à l'Europe, il va y avoir de la tension, mais également dans le bas de tableau, parce que Le Havre, Nice et Paris se tiennent dans un mouchoir de poche. Mais derrière, la JO Auxerre et le FC Nantes sont à égalité de points, 17, et le FC Metz est à 13 points. Alors à savoir que d'après Opta, ce genre de résultat et de points aussi loin dans la saison, en général, ça équivaut à une relégation. Le FC Metz est tout de même à 4 points de la 17e place. Je vais vous poser la question, même si j'ai bien compris la tendance sur ce plateau. Rémi, 4 points, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, à 11 journées de la fin? C'est énorme, il n'y a aucune surprise, et c'est absolument le classement que mérite d'avoir cette équipe qui s'est offert cette petite... Imaginez-vous, sans cette parenthèse de 3 matchs, qui est sortie d'on ne sait pas où, à quel point cette équipe est à la rue cette saison en Ligue 1. Donc on n'allait pas attendre que Nantes et Auxerre restent à nos basques. Alors, Auxerre a pris le bouillon ce week-end face à un Rennes qui va beaucoup mieux, mais Nantes s'est mis à gagner un match. Et voilà, donc le FC Metz est dans la position qui est la sienne, parce que c'est ce qu'il montre sur le terrain week-end après week-end. Voilà, donc, pas de miracle derrière toi, on va y croire jusqu'au bout à cette espèce de miracle pour décrocher un barrage, même si très honnêtement, on voit très peu de lueur. Une question peut-être de mérite à avoir. Alors Stéphane Morbiconi nous disait que ceux qui s'y connaissent pas en foot font des focus sur des joueurs à 3-0. Tenez-vous bien, je vais faire un focus là maintenant. Encore, je vous ai pas demandé s'il y avait des individualités à ressortir du 11 de départ. Et je me suis arrêté. Vrai, alors. Il était lancé comme ça tout droit. Non, tout de même, un des petits événements de ce match, entre guillemets, Bounassar a enfin joué avec le FC Metz. Gérald, une entrée en jeu peu après l'heure de jeu. On se posait la question de savoir où il était. Finalement, il est sur les terrains. Oui, alors ça fait énormément plaisir de le voir enfin, parce que depuis le temps qu'on nous le tease, voilà, c'est une réalité. Il a porté le maillot du FC Metz à nouveau. Il fait une entrée en jeu, on va dire... on peut pas vraiment lui en vouloir. C'est vrai qu'il a pas joué depuis longtemps. Le FC Metz prend le bouillon face à Paris.
on peut pas vraiment lui en vouloir. On a vu 2-3 actions sympas vers l'avant. Voilà, fidèle à lui-même. Je pense qu'il Déjà, il est capable de tenir sa demi-heure. C'est la question que se posait Oui, Benoît voilà. Talmont en avant-match. Est-ce qu'il peut tenir dans un chat? Bon, alors c'est On a vrai vu qu'il qu'il pouvait est, tenir. il est un petit peu à l'origine du 3e but de Paris, mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Je pense pas. C'est comme l'arbitrage. Je trouve juste dommage de le voir seulement maintenant, face à Paris. Je pense que symboliquement, son entrée en jeu face à Auxerre aurait pu peut-être insuffler quelque chose, un semblant de positivité dans le stade. Dieu sait que c'était compliqué le soir-là. Bon, on espère le revoir ce week-end. C'est difficile parce qu'on se dit que il va dépendre de la forme de Kouao, parce qu'apparemment ce sera du poste pour poste avec lui. Je pense qu'il serait capable de jouer un cran au-dessus, parce qu'on n'a pas non plus une attaque flamboyante. On n'a pas non plus un joueur extraordinaire sur le poste d'avant-droit pour dire non, tu ne dois pas y être. Ouais. Donc, moi j'aimerais bien le voir peut-être avec Kouao, justement, sur la même ligne, enfin sur la même couloir. Ouais. Bon, est-ce que ce sera entendu? De toute façon, je pense pas que ce soit le poste là où c'est le plus problématique. Non, mais c'est vrai que c'est l'une des informations quand même de cette rencontre. On va regarder la heatmap pour ceux qui aiment bien regarder un petit peu ce qui se passe. C'est vrai que face au Paris Saint-Germain, on s'attendait pas à avoir beaucoup plus que ça, mais c'est vrai que c'est sur un poste de latéral droit, Rémi, qu'il rentre. On s'est posé un petit peu la question, latéral droit, un cran au-dessus. Le choix semble être fait dans un premier temps et respecté. On nous l'annonce depuis plusieurs semaines déjà que s'il arrive, c'est en tant que latéral droit. Oui, après, on a envie un petit peu de réalisme et de pragmatisme. Est-ce qu'aujourd'hui, le joueur qu'on remet en cause au FC Metz, c'est l'arrière droit? Je pense que Kofi Kouao fait dans l'ensemble plutôt des prestations largement honorables, que ce soit en termes de footballeur, mais aussi dans l'attitude. Est-ce qu'un Michal, qui a été titulaire 2 fois, je ne veux pas du tout lui tomber dessus, mais est plus incontournable aujourd'hui que l'essai d'un Bounassar? Voilà, je suis pas persuadé. Ce que j'ai vu Alors, premièrement, il y a le côté un petit peu romantique, où on n'a pas vu grand-chose de positif ces dernières semaines, et voir Bounassar, qui a une belle histoire avec le club, remettre ce maillot grenat, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Et après, regardons ce qui se passe sur le terrain. Il a tenté des choses, on ne peut pas en tirer vraiment de conclusion. C'est vrai que cette perte de balle est préjudiciable, mais il vaut mieux la faire à 2-0 qu'à 0-0. Voilà, moi je suis partisan du fait que pas grand-chose fonctionne. Sur ce côté droit de l'attaque, effectivement, alors autant, on aime bien avoir Titashvili d'un côté, on attend qu'il nous refasse des fulgurances, ça commence à être long maintenant, les fulgurances de Titashvili. Habib Diallo, c'est pareil, on se dit que c'est plutôt quelqu'un qui devrait avoir le niveau de la Ligue 1, il l'a eu par intermittence. Et Bounassar, est-ce qu'il a le jus? C'est la grande question, parce que les qualités de footballeur, il les a. L'expérience aussi. du haut niveau, il les a. Après, il y a effectivement tous ces mois sans avoir joué en compétition qui peuvent être hyper importantes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on préfère ça ou l'inexpérience de Lucas Michal? Et encore une fois, j'ai absolument rien contre lui, et il n'y a pas du tout à le tenser. Hein. Il est très jeune, mais je veux pas qu'on les mette face à face. Mais bon, s'il y a une cartouche à tenter, pourquoi pas tenter celle-là? Moi, je ne dis pas que c'est la cartouche la plus affûtée, mais en tout cas, elle est là. On l'a longtemps attendu. Le poste de latéral droit, ça demande quand même. Puis Kouao est là. Enfin, Oui, je pense que tu as raison, Gérald, c'est pas la priorité, le poste d'arrière droit. Et milieu droit, en l'occurrence, là, pour le coup, il y a clairement un manque. Et on l'a dit à plusieurs reprises, Titashvili à gauche, ça va, mais à droite, c'est néant. Michal n'a pas fait de grosse différence. Donc pourquoi pas mettre Bouna à ce poste-là? Et c'était un des enjeux aussi du match à Paris, c'est de relancer Bouna pour qu'il ait un petit peu une demi-heure, une mi-temps dans les jambes, en vue du match face à Brest. En revanche, dommage qu'ils ne savent pas jouer latéral gauche, parce que là, il y aurait des choses à dire au poste de Ballo Touré, par exemple. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde... Il peut jouer latéral gauche, il joue tout. Oui. Moi, je l'ai connu, on a joué ensemble au début quand il est monté dans le groupe pro. C'était un 10 joueur de rupture rapide de côté, tel qu'on l'a connu. Ensuite, il a été repositionné à Marseille arrière droit. Mais devant, il peut rendre des services parce qu'il a cette qualité technique, il a une qualité de percussion, et puis c'est un joueur d'expérience au-delà du vestiaire, mais sur le terrain, peut-être temporiser, faire la bonne passe, donner des ballons à Habib qui est un peu transparent, parce que dans une équipe qui subit,
pas facile, hein, Titiashvili aussi, quand tu as 75 mètres à faire, des rushs, bon, c'est aussi compliqué, quoi. Ils sont pas trop mis en C'est valeur. aussi une qualité pour combiner, pourquoi pas, avec ses coéquipiers devant, Bien sûr, le oui. système de Et jeu même aussi. animer le couloir avec Kwao, qui est un joueur aussi qui peut prendre Parce que c'est ça que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, d'être aligné en pointe, surtout quand tu es au 16, tu sais que tu vas devoir redescendre quoi qu'il arrive. Donc, ce poste de piston, tu vas le faire quoi qu'il arrive, même si tu es tout seul ou si tu es avec Kofi Kwao, donc autant mettre les deux. Et ils peuvent permuter. Si Kwao dédouble dans son dos et centre, Bouna, il peut défendre et plus que bien à la place de. Il pourrait avoir une Kwao. complicité qu'on avait avec Maxime Collin et Titiashvili avant qu'on décide de mettre Ballo-Touré, justement. Oui, même si Maxime Collin a un profil nettement moins offensif que, Oui, que mais en Kwao, l'occurrence, ça marchait bien. mais qui apportait un petit peu plus de stabilité et un petit peu plus d'intelligence. Maxime Collin, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut-être à Paris aurait recadré un petit peu ses partenaires pour pas prendre ce premier but, peut-être. On va tout de même écouter Bounassa, parce qu'après avoir longtemps s'être entraîné avec le SS, on l'a pas beaucoup entendu. C'était sur le plateau de Ligue 1+, juste après le match, un très rapide débrief de sa vision des choses pour le FC Metz. D'apporter un maximum de mon expérience, de mon vécu, et voilà, avoir ce côté, ce leadership auprès du groupe, des plus jeunes et ceux qui sont déjà en place. Donc voilà, c'est ma mission, aider le club à se maintenir, à faire au mieux, et j'espère bien qu'on va rentrer dans les clous parce que c'est très important pour tout le monde, pour les fans, le club, les joueurs, et on va tout faire pour, en tout cas. Rémi, très rapidement, pour fermer cette parenthèse focus, on l'a dit, c'est une certaine expérience. Tu parlais tout à l'heure de QI Football, notamment dans tout ce qui est animation. Il y a de l'attente quand même, après la signature d'un joueur comme ça au FC Metz? Pas tant que ça. Je veux dire, il y a un petit espoir. On n'est pas dans l'attente d'un Miko Tadze qui était revenu il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui. Qui était revenu il y a 2 saisons, qui était en échec, mais qui est un joueur qu'on avait quitté 6 mois avant avec un niveau de jeu Après, largement. s'il veut mettre 13 buts sur la fin de la deuxième partie de saison, ça nous va. Mais j'ai pas envie qu'on confère beaucoup d'attentes à Bounassa. Au pire, ça peut être une très belle surprise. Mais on part de tellement loin, et à ce poste-là, sur le côté droit au milieu, voilà, on aurait besoin d'un Bounassa en forme, mais n'attendons pas. Ne mettons pas tous nos espoirs, aussi futiles soient-ils, sur les épaules d'un Bounassar qui a pu jouer au foot à ce niveau-là depuis très longtemps. Voilà, c'est simplement ça. Il faut tempérer quand même les attentes qu'on peut avoir sur lui. On va passer la fin de cette émission à revenir sur d'autres actualités autour du FC Metz. C'est l'heure du temps additionnel. Le sportif, oui, mais il y a aussi l'extra-sportif sur ce match face au Paris Saint-Germain. Du côté des tribunes, on était quand même bien content de revoir des images de Thaïris Dos Santos, le jeune joueur qui a fait partie des blessés de cet incident qui a lieu à Crans-Montana pour Nouvel An. Il a été invité pour suivre la rencontre depuis les loges avec Colline, sa petite amie. Très rapidement, sur cette image quand même pleine d'espoir, Stéphane. C'est vrai qu'on parle beaucoup sportif ici, on a tendance à oublier, c'est bien de voir ces images-là. Dans le football, même si ça se voit un peu de moins en moins, il y a quand même de l'extra-sportif et de l'humain qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr, et l'humain, pour moi, passe avant tout. Il fait partie de la famille du FC Metz. Il a vécu un drame qui aurait pu être encore plus douloureux pour lui personnellement et sa petite amie. Heureusement, il s'en est sorti, il a fait preuve de beaucoup de courage. Et je pense qu'il aspire à une vie normale maintenant et à retrouver les terrains le plus rapidement possible. Et... Même s'il a dit que pour le moment, le terrain, c'est pas forcément la priorité numéro 1. Hein, évidemment, ce qui est compréhensible, il y a d'abord se soigner, puis reprendre justement ce rythme de vie normal. Mais on espère tout de même le revoir sur un terrain. Ça fait partie d'un chemin. Et le foot, c'est sa vie quand même. Donc il a ses coéquipiers. On a vu la vidéo quand il est salué par tout le vestiaire. Et puis... le foot, c'est un sport collectif, c'est des valeurs de partage, d'entraide. Quand vous êtes dans un vestiaire et que vous avez un des vôtres qui est touché par un drame, évidemment, il y a une solidarité au niveau du groupe, au niveau du staff et au niveau du club également, des supporters. Tout le monde est bienveillant et voilà. Donc, je lui souhaite le meilleur et de jouer le plus vite possible parce que ça voudra dire que tout le reste... tout va mieux, entre guillemets. Pour lui.
évidemment. On regardera ça bien évidemment. On va revenir aussi sur les autres résultats de ce week-end, peut-être à coup d'œil sportif aussi, moins joyeux évidemment. Gérald, ça passe par les féminines, ça ne va plus pour les filles de Marine Morel. La lourde défaite face au LOSC qui est 3e du championnat. Elles ont ouvert le score à 2 Zavel, défaite ensuite 5-1. C'est assez compliqué. Ouais, c'est compliqué cette saison, il y a très peu Il de y avait eu un bon début. Il y avait un bon début, il y avait eu une bonne préparation aussi. Et il y a eu la blessure de Luisa Oliveira qui a fait mal parce que c'était quand même le maître à jouer au milieu de terrain. Mais c'est une équipe qui n'arrive pas à gagner à domicile, qui perd quasiment tous ses matchs à domicile depuis le mois de septembre, qui arrivait à prendre des points à l'extérieur, mais qui peine maintenant à le faire, qui a quand même pris un point récemment, mais voilà, c'est vraiment une équipe qui déçoit en fait énormément, surtout à domicile. Je sais pas ce qui se passe. Je trouve que le niveau global de la seconde ligue cette année est particulièrement bas par rapport aux autres années. Ça fait mal de le dire, mais je regrette presque le foot féminin d'il y a 4-5 ans, à l'époque de Jessica Silva. Je trouvais que il y avait autre chose, ça jouait mieux. Marine Morel fait ce qu'elle peut, mais là j'ai l'impression qu'il y a un vrai déficit, que ce soit dans l'engagement et tactiquement aussi. On a vraiment du mal à se mettre au niveau d'autres équipes. Et donc là, on se retrouve à nouveau à lutter pour le maintien. Alors, C'est ça, il y a urgence. C'est 1 point d'avance sur l'avant-dernière place. Bon, la dernière place sont promises à Guingamp. Par contre, c'est 1 point d'avance sur la dernière place. Les 2 dernières places sont signes de relégation. Le problème, c'est que c'est un championnat qui est tellement disparate que tu peux perdre contre n'importe qui, gagner contre n'importe qui. Et les places changent d'un week-end à l'autre. Voilà, sauf que là, on se retrouve à la lutte avec Nice, je crois. Je sais plus quelle autre équipe, mais en fait, il y a un gros risque. Si on devait descendre en Ligue 3, ce serait compliqué pour les Messines. Et pour ne pas se rassurer sur le 3e match de ce week-end, la réserve s'était inclinée après avoir eu le droit à un rebond comptable la semaine dernière. Défaite 2-1 face à la réserve de Lille. Comme quoi, jouer face à Lille cette saison, c'est pas de tout repos pour le FC Metz. Rémi, très rapidement, pour fermer un petit peu cette émission, on s'inquiète parce que c'est vrai que on parle beaucoup de l'équipe première ici sur ce plateau. On reviendra sur les féminines avec Aline d'ici peu. La réserve, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup en parler. Mais là, on se rend compte quand même que les résultats sont quand même en deçà de tous les objectifs à tous les étages. Et il y a quand même une notion d'inquiétude à avoir. Alors, tu as l'équipe Fagnon déjà qui tire la gueule. Et je pense qu'il y a souvent une incidence sur l'équipe réserve dans laquelle tu ne peux pas puiser si elle n'est pas elle non plus compétitive, parce qu'elle est censée aussi donner de la confiance aux joueurs qui peuvent potentiellement venir te renforcer avec une nouvelle fraîcheur. On en a eu, on a eu Mbala qui a marqué son but contre Auxerre, mais on a eu le contre-exemple parfait où il y avait l'équipe qui s'est inclinée en ayant, je crois, 10 pros dans l'effectif à ce moment-là. Là, c'était 2 poids 2 mesures. Et là, c'était assez terrible. Non, on a le bateau FC Metz qui tangue sérieusement. Et alors l'équipe féminine, je suis loin d'être un spécialiste, donc je bois tout ce qu'a dit Gérald. C'est pour ça que je lance Gérald. Mais Sauf sur l'arbitrage. Le lance pas sur l'arbitrage féminin, parce qu'à mon avis, tu vas l'entendre parler. C'est aussi un signe de la santé du FC Metz. J'ai le souvenir d'un discours de la structure club qui était bien plus conquérant autour de l'équipe féminine, qu'on invisibilise un petit peu plus. Alors, c'est moins glorieux quand même de donner la visibilité à des résultats qui sont décevants. On est d'accord. Ils le font quand même, hein. C'est ça mais, le problème. Mais j'avais l'impression, en tout cas, qu'à l'époque de Jessica Silva, on voyait un petit peu plus cette équipe, on lui donnait un petit peu plus d'ambition. Alors on a tenté récemment les matchs à Saint-Symphorien, ce qui confère à leur donner un petit peu de lumière. Mais voilà, c'est un contexte global autour de cette maison Grenat. Il y a moins de moyens aussi. Il n'y a pas de moyens, de toute façon. Mais encore moins qu'avant. Mais on parle de la queue de peloton de la seconde ligue. Ça ne demande pas énormément de moyens. Je pense que ça demande des bonnes idées. Mais même au niveau pour ne pas descendre en Ligue 3, ça ne demande pas d'avoir immensément de moyens pour exister en seconde division féminine. Ce qui arrivait encore à faire le club. Parce que le FC Metz féminin, c'était un club qui n'arrivait pas à durer en Ligue 1, mais qui, dès l'instant où il arrivait en deuxième division, arrivait à rebondir assez facilement. Et là, on se rend compte que c'est plus du tout le cas.
Des inquiétudes à tous les étages du côté du FCMS. Évidemment, je me chargerai de trouver des points d'espoir parce qu'il faut animer encore pas mal d'émissions jusqu'à la fin de l'année. Ça dure 1 heure complète, donc il va Changer les pas bouder arbitres. tout le temps. On en parlera de l'arbitrage notamment. On reviendra sur le cas des entraîneurs en Ligue 1 et du fameux choc émotionnel qui n'a pas forcément lieu dans la prochaine émission. Voilà, je vous tease un petit peu. Je vous dirai pas avec qui pour le moment. Merci de m'avoir accompagné sur cette émission. On espère évidemment retrouver le sourire dans les jours qui viennent. D'ici là, à très vite sur Moselle TV. Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc.